c'est évidemment destiné à entraîner la Biélorussie directement dans le conflit et à étendre le théâtre des hostilités, compliquant ainsi les possibilités de règlement du conflit par des moyens politico-diplomatiques. Et en cas de nécessité, nous sommes prêts à prendre l'ensemble des mesures prévues par le traité afin d'assurer la sécurité de notre allié. La Russie ouvre officiellement un nouveau front de guerre et annonce une mobilisation hybride. Aujourd'hui, en Biélorussie, des soi-disant exercices de mobilisation ont soudainement commencé aux frontières avec l'Ukraine, et la Douma d'État prépare une législation permettant aux Biélorusses de servir dans l'armée russe. Ils disent « Vous vouliez un État de l'Union, alors là où il y a des privilèges, il y a soi-disant aussi des obligations. Et maintenant, les Biélorusses seront obligés de servir dans l'armée russe. » Loukachenko lui-même a prévenu le peuple qu'il quitterait le pays pour longtemps dans un avenir proche, soi-disant pour un déplacement de travail auprès de Poutine, entre autres. Et tout cela ressemble à une fuite, car dès demain, le 13e forum des régions de la Biélorussie et de la Russie se tiendra à Minsk, un événement que Loukachenko n'a jamais manqué. Le Wall Street Journal écrit que Vladimir Poutine a commencé à exiger d'Alexandre Loukachenko qu'il l'aide à intensifier le conflit et lui a rappelé sa dette, pour l'avoir sauvé en 2020 des manifestations. Des sources de l'Union européenne ont déclaré qu'Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky avaient mis en garde Loukachenko, y compris publiquement. Et en mai, Macron a appelé Loukachenko et a parlé avec lui au téléphone pendant 1 heure et demie, le prévenant qu'il vaudrait mieux pour lui de ne pas entrer en guerre. Mais malgré cela, la pression de Moscou n'a fait que s'intensifier. Pendant ce temps, la Pologne a lancé un avertissement urgent. À propos du fait que Moscou prépare une provocation mise en scène sous faux drapeau pour justifier une nouvelle escalade en utilisant la Biélorussie. Mais Vladimir Poutine lui-même se prépare à une grande guerre et prépare aussi les Russes à cela. Le Kremlin prépare de nouveaux terrains d'entraînement pour former des dizaines de milliers de recrues dès octobre, c'est-à-dire après les élections à la Douma d'État. Bien sûr, Vladimir Poutine n'appellera pas cela une mobilisation, mais le simple fait de construire de nouveaux terrains d'entraînement pour une formation accélérée des soldats en dit déjà long. Et pendant ce temps, près d'Orenbourg, après une nouvelle attaque, une usine clé de traitement du gaz, qui traitait 60% du gaz de la Fédération de Russie, est en feu. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de tous ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors, commençons par discuter de la mobilisation. La mobilisation en Russie même. Les autorités russes discutent de la possibilité d'une nouvelle mobilisation pour renforcer l'armée qui combat en Ukraine après les élections prévues en septembre à la Douma d'État. C'est ce que rapportent Overska et Vajnie History en se référant à des sources dans les bureaux de recrutement militaire et à des interlocuteurs proches du Kremlin et du FSB. Ils ont indiqué que la préparation à un recrutement massif dans l'armée dure déjà depuis plusieurs mois. Cependant, officiellement, rien n'est encore annoncé. Jamais cela ne sera officiellement appelé mobilisation. À partir d'octobre, les militaires russes seront prêts à accueillir des dizaines de milliers de personnes pour une formation accélérée sur des terrains d'entraînement qui sont en train d'être construits en ce moment même. Le fait est que l'afflux de militaires sous contrat attirés vers le front par des primes de plusieurs millions du ministère de la Défense diminue. Au premier trimestre, il est tombé à 800 personnes par jour, un chiffre qui, selon les services de renseignement occidentaux, ne suffit plus à compenser les pertes sur la ligne de front. Le rythme des recrutements à Moscou a presque diminué de moitié. 1708 personnes en avril, 1378 en mai. Ce qui fait environ 1000 de moins que l'année précédente. Et maintenant, je vais vous citer le journal Verstka. On dirait qu'ils n'ont plus d'hommes, a raconté à Verstka l'un des mobilisés précédemment. Selon lui, son régiment est pourvu au mieux à 40% et les nouveaux soldats qui arrivent ne sont pas capables de se battre. Certains sont pris directement de prison, d'autres de la rue, des sans-abri au sens propre du terme, des criminels, et en plus à un âge et avec des maladies telles qu'ils tiennent à peine debout, se plaint-il. Et le fait que les généraux russes garantissent soi-disant à Vladimir Poutine un contrôle total sur les 4 régions ukrainiennes, à condition d'avoir des ressources humaines, ne fait qu'envenimer la situation. Poutine est prêt à leur fournir cette ressource et à poursuivre la guerre 2 ou 3 ans de plus. Mais malgré tout, Poutine essaiera de retarder cette mobilisation jusqu'au dernier moment et tentera par exemple d'impliquer les Biélorusses dans la guerre.
Et de plus en plus, il semble que la Russie envisage d'ouvrir un nouveau front précisément en Biélorussie. Aujourd'hui, en Biélorussie, dans la région de Grodno, ont commencé les soi-disant exercices de mobilisation. Les militaires vérifient les données des conscrits. Et selon le ministère de la Défense biélorusse, le bureau de recrutement militaire du district d'Achmiany a convoqué les réservistes pour préciser leurs données personnelles. La vérification a lieu au point de rassemblement préliminaire. Il avait été précédemment rapporté que, lors de la formation, la question du renforcement des commissariats militaires serait abordée en convoquant des réservistes pour des périodes d'entraînement militaire, suivies de leur participation à la formation. Ainsi, les réservistes appelés vont perfectionner leurs connaissances militaires, apprendre à manier les armes et le matériel militaire et s'entraîner à exécuter les missions assignées par les responsables. Et dans ce contexte, de plus en plus de signes indiquent que la Biélorussie se rapproche de devenir un second front. Le Wall Street Journal écrit aujourd'hui que l'armée russe s'est finalement embourbée en Ukraine et que Vladimir Poutine a commencé à exiger d'Alexandre Loukachenko de l'aider à intensifier le conflit. Moscou a commencé à faire pression, espérant utiliser à nouveau la Biélorussie pour étendre la guerre. Des campagnes militaires contre l'Ukraine ou pour mener une opération contre les pays de l'OTAN. Et cela s'est su en Europe et à Kiev, et Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont adressé des avertissements à Loukachenko, y compris publiquement. Selon les renseignements, récemment, la Russie a commencé à exiger, en particulier, qu'on lui permette d'utiliser le territoire de la Biélorussie pour lancer des frappes de drones contre l'Ukraine et ouvrir un nouveau front plus près de ces régions occidentales, afin de détourner les forces armées ukrainiennes de la défense des territoires de l'Est. De plus, la Biélorussie pourrait être impliquée dans des opérations contre les pays voisins membres de l'OTAN, même si cela ne signifie pas nécessairement un affrontement ouvert. Il pourrait s'agir d'attaques visant à tester la capacité de défense de l'OTAN ou à saper le soutien à l'Ukraine. Par exemple, le lancement d'environ 20 drones vers la Pologne depuis la Biélorussie l'an dernier. Et maintenant, Vladimir Poutine menace Alexandre Loukachenko de mettre fin au soutien financier dont l'économie biélorusse a toujours fortement dépendu. Et selon des sources, les négociations à ce sujet sont principalement menées entre Loukachenko et l'ambassadeur de Russie en Biélorussie, Boris Gryzlov, mais pas uniquement. Eh bien, par exemple, il y a une semaine, Lavrov s'est rendu d'urgence à Minsk. Nous en parlerons un peu plus tard. Et on sait que le président français Emmanuel Macron a appelé Loukachenko en mai et a parlé avec lui pendant environ 1h30. Paris dispose d'informations selon lesquelles la Biélorussie a l'intention d'intensifier sa participation à la guerre. C'est ce qu'a déclaré Macron, qui a également mis en garde Loukachenko contre cela. L'assistant de Macron a déjà officiellement confirmé cet appel, en soulignant que le président français, je cite, a souligné les risques auxquels la Biélorussie serait confrontée si elle se laissait entraîner dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Zelensky a également déclaré en mai que Kiev avait reçu des informations détaillées sur les négociations entre les responsables russes et biélorusses à ce sujet. Selon lui, cela témoigne du fait que Moscou envisage la possibilité d'utiliser la Biélorussie pour des opérations militaires potentielles contre l'Ukraine ou les pays baltes. La semaine dernière, Zelensky a donné une semaine à Loukachenko pour démonter les relais russes sur le territoire des rétrocycles. Zelensky a déclaré, en ukrainien, que sinon, selon les mots du président ukrainien, je cite, il a souligné qu'il ne voulait pas s'impliquer. Sinon, selon le président ukrainien, Kiev éliminera l'occupation. Rédacteur. L'intervention grossière de Zelensky, qui exige de mettre de l'ordre sur le territoire d'un État souverain, sinon il s'en chargera lui-même. Je vais faire une petite pause ici pour vous demander de soutenir cette chaîne YouTube avec un like, un abonnement et un commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à mon Patreon où nous avons la communauté privée Pechi Insight et où vous aurez accès à des analyses exclusives de sujets qui ne sont pas publiés ici sur YouTube. Et là-bas, je réponds aussi à vos questions personnelles et nous y organisons même des directs dédiés au format questions-réponses. Mais si vous voulez simplement soutenir cette chaîne YouTube une seule fois, il y a aussi différentes options et formats pour le faire dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Rendez-vous dans la description, abonnez-vous et soutenez le travail de cette chaîne.
Voyons maintenant comment la Russie implique la Biélorussie dans la guerre. De plus, la Russie élabore une base juridique pour intégrer les citoyens biélorusses dans ses forces armées. La Russie pourrait essayer. Recruter des Biélorusses dans son armée en raison de la structure juridique de l'État de l'Union. Selon le traité de sa création, les Russes et les Biélorusses ont un statut de citoyenneté unique et, théoriquement, des droits égaux. C'est pourquoi le Kremlin peut aller encore plus loin et affirmer que des droits égaux signifient aussi des devoirs égaux. Autrement dit, le service dans les forces armées russes deviendra obligatoire. Et pour les Biélorusses, puisqu'il s'agit d'un seul État de l'Union, il faut aussi le défendre ensemble. Et maintenant, les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre avertissent que les responsables russes pourraient insister pour que les Biélorusses servent soit dans l'armée russe, soit dans les formations de l'État de l'Union contrôlées par Moscou. Si vous le souhaitez, on peut créer un équivalent séparé de l'armée, une armée commune distincte pour la Biélorussie et la Russie. Appelons cette formation l'État de l'Union, et que les Biélorusses y servent et, si nécessaire, combattent pour la Russie. Dans ce cas, la base juridique sera précisément la législation unifiée de l'État de l'Union, sans aucun accord séparé avec Minsk. En fait, cela signifie que la Biélorussie pourrait devenir un territoire de facto annexé, d'où la Russie puisera des ressources humaines pour la guerre. De plus, Alexandre Loukachenko a annoncé son long voyage à l'étranger et une rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il l'a déclaré de manière assez nerveuse lors d'une rencontre avec le Premier ministre biélorusse Alexandre Tourchine. Toute la rencontre entre Loukachenko et Tourchine ressemblait à une procédure de transfert de pouvoir, et il est devenu évident que Loukachenko ne sera vraiment pas en Biélorussie pendant longtemps. Le dictateur biélorusse a chargé le Premier ministre de préparer le prochain 13e forum. Le Forum des régions de Russie et de Biélorussie, qui se tient à Minsk, commence d'ailleurs dès demain, et comme il part lui-même pour une longue mission à l'étranger. C'est là que les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. Hier, le 23 juin, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie défendrait la Biélorussie dans le cadre de l'État de l'Union. La veille au Kremlin, Peskov a affirmé que la Biélorussie pouvait se défendre seule. Et une semaine plus tôt, Sergueï Lavrov s'est personnellement rendu à Minsk, y a mené des négociations avec Alexandre Loukachenko, après quoi le dictateur biélorusse a déclaré qu'il était contraint de quitter d'urgence la Biélorussie pour une longue période. Le prétexte officiel est une rencontre avec Poutine, mais Loukachenko lui-même a souligné qu'il est en contact avec son homologue russe pratiquement au quotidien. Par conséquent, il semblerait qu'il n'y ait aucune urgence à se rendre à une rencontre avec Poutine. Mais malgré tout, Loukachenko affirme qu'il quittera la Biélorussie pour une période assez longue. Et voilà que la Pologne a déjà déclaré que Moscou prépare une provocation mise en scène sous faux drapeau pour justifier une nouvelle escalade. Les nouvelles menaces de la direction russe ont immédiatement suscité une réaction à Varsovie, où l'on a comparé les actions du Kremlin à la préparation du Troisième Reich pour l'attaque contre la Pologne en 1939. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radosław Sikorski, a déclaré que les dernières accusations du Kremlin constituent la base informationnelle d'une opération des services spéciaux russes sur le territoire russe lui-même, afin d'obtenir un prétexte pour de nouvelles frappes. Voici la citation de Sikorski. Cela ressemble à l'annonce d'une provocation. « Je m'attends à une attaque sous faux drapeau sur le territoire russe, à laquelle Poutine sera obligé de répondre. Je rappelle qu'en août 1939, l'Abwehr a simulé une prétendue attaque polonaise contre la station de radio de Gleiwitz afin de se donner un prétexte pour la guerre. De quoi s'agit-il ? Le discours de Vladimir Poutine devant les diplômés des écoles militaires, qui a eu lieu la veille au Kremlin, a suscité l'inquiétude des diplomates européens. Et là, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie mènerait des frappes de représailles contre les pays européens si des lancements de drones en direction d'objectifs russes étaient détectés depuis leur territoire. Le chef du Kremlin a affirmé que les dirigeants de l'Union européenne tentaient en soi-disant de se dédouaner des frappes, en attribuant tout à des défaillances techniques ou à la guerre électronique ukrainienne. Il a qualifié les attaques de drones en Russie de tentatives de déstabiliser la société.
Nous voyons que si auparavant les pays de l'OTAN se limitaient à soutenir le régime de Kiev, arrivé au pouvoir illégalement par la force lors d'un coup d'État, maintenant c'est ouvertement, en Occident. Ils disent qu'ils se préparent à la guerre contre nous, qu'ils augmentent leurs budgets militaires offensifs. Dans le même temps, pour justifier de telles dépenses et la militarisation radicale de leurs États, les dirigeants des pays de l'OTAN et de l'Union européenne, comme auparavant, utilisent de fausses déclarations sur une prétendue menace militaire russe. Le schéma d'action de ce qu'on appelle l'Occident démocratique est très simple. D'abord, il crée des menaces pour notre pays, nous force à prendre les mesures nécessaires pour notre défense et notre protection, puis ils nous accusent immédiatement de tous les péchés possibles. Pour justifier la poursuite de leur politique agressive, de leurs actions agressives à l'égard de la Russie. Même nous, tout cela nous est bien connu. Même après l'attaque perfide contre l'Union soviétique le 22 juin 1941, précisément une attaque perfide, l'Occident, l'Allemagne hitlérienne, ont essayé d'accuser l'URSS et Staline d'agression contre ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident collectif. C'est étonnant, mais cela est encore discuté dans des cercles quasi scientifiques. Je souligne que la Russie défend systématiquement une sécurité égale et indivisible pour tous. Nous sommes convaincus que cela ne peut être atteint qu'en formant un système multipolaire de relations internationales garantissant de manière fiable la sécurité militaire de chaque État. En même temps, nous sommes prêts à répondre rapidement et de manière adéquate à toute menace extérieure ou intérieure. Et cette déclaration de Poutine a été précédée, en mai, de reproches du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, qui a accusé les forces armées ukrainiennes de préparer des lancements de drones directement depuis 5 bases militaires en Lettonie, ajoutant que l'adhésion à l'OTAN ne protégera pas Riga. Et pour conclure, Poutine a déclaré hier que c'est l'Europe qui se prépare à une grande guerre et que, soi-disant, l'Europe crée certaines menaces. Pour la Russie elle-même, sur le territoire russe auquel la Russie sera obligée de répondre. Une grande analyse sur ce à quoi l'Europe se prépare et comment elle s'y prépare est sortie ce matin même sur cette chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à aller la regarder. Il est assez complet, et il en ressortira clairement ce qui se passe réellement. Et pour finir, j'ajouterai encore une nouvelle que je ne peux tout simplement pas ignorer. Dans la nuit du 24 juin, des drones ukrainiens ont frappé l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg et la seule usine d'hélium de Russie. La mission des forces d'opération spéciales ukrainiennes s'est déroulée en coopération avec le mouvement de résistance clandestin sur le territoire de la Fédération de Russie, Tchornaïa Iskra. Les usines se trouvent à plus de 1200 km de la ligne de front. L'usine de traitement du gaz d'Orenbourg et l'usine d'hélium d'Orenbourg forment un grand complexe unique. L'usine de traitement du gaz extrait du gaz naturel purifié et du soufre, qui est notamment utilisé pour la fabrication d'explosifs et de poudre noire. Quant à l'usine d'hélium d'Orenbourg, elle extrait le gaz purifié sans soufre et, grâce à une méthode de refroidissement profond, en retire les composants les plus précieux. Et il n'y en a que 2. Il s'agit de l'hélium, c'est-à-dire un gaz inerte utilisé dans les moteurs à carburant liquide, les fusées et les systèmes de guidage. Et l'éthane, qui est une matière première clé dans la synthèse de plastiques spéciaux, également utilisé dans la fabrication d'armements. Donc l'usine de traitement du gaz d'Orenbourg est l'un des plus grands complexes gaziers et chimiques au monde, mis en service en 1974. Et à l'époque, malheureusement, l'Occident a aidé les Russes sauvages à créer un tel géant. C'est documenté que c'est précisément l'Occident qui, en fait, a construit cette usine en fournissant toutes les technologies aux Russes. La capacité de cette installation est de 45 milliards de mètres cubes de gaz par an. Cette usine représente 60% de tout le gaz traité par Gazprom en Russie. En somme, c'est une cible assez juteuse. Et aujourd'hui, elle a également été touchée. Et ce qui est très important, avec la participation de ces mêmes partisans qui sont présents sur le territoire russe et mènent leur propre guerre contre le régime de Vladimir Poutine.
Eh bien, il ne reste plus à Vladimir Poutine qu'à aller vers l'escalade. Et il ne peut intensifier cette guerre qu'en l'élargissant, en ouvrant un nouveau front. Il est de plus en plus clair que Vladimir Poutine tente encore d'impliquer la Biélorussie dans cette guerre. Et il veut utiliser non seulement le territoire de la Biélorussie, mais, comme on l'a déjà compris, aussi les Biélorusses eux-mêmes, les citoyens de la Biélorussie, qui seront désormais forcés de se battre pour la Russie parce qu'ils ont accepté la création de l'État de l'Union. Je m'arrête ici, à vous de donner votre avis et vos conclusions dans les commentaires. Veuillez consulter la description de cette vidéo. Vous y trouverez des liens pour soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don unique. Et je vous invite à vous abonner à mon Patreon. C'est une communauté privée, Pitchy Insight, où nous discutons ensemble des sujets qui ne sont pas abordés ici sur YouTube. Là-bas, je réponds à vos questions personnelles. Et là aussi, nous organiserons des streams privés au format questions-réponses. Rejoignez-nous, abonnez-vous et soutenez cette chaîne YouTube. Likez cet épisode et laissez un commentaire sous la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.